Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, bienvenue pour une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique, oui, massivement économique. Tiens, on va réfléchir, ça fait un moment qu'on tourne autour de ce mot de sobriété. On va réfléchir autour de ça. Et il y a notamment, alors je m'appuierai sur un article du Monde qui m'a énormément intéressé, sur ce que ça représente comme tournant pour Emmanuel Macron, mais derrière, il n'y a pas que lui en fait qui doit changer de logiciel, enfin peut-être, j'en sais rien, on verra ce que disent mes invités, pour vivre à l'heure de la sobriété. On n'en a pas parlé hier, il se trouve que j'attendais qu'il y ait le bon gars pour en parler. Le prix Nobel de l'économie à Ben Bernanke, enfin on a tous traversé Ben Bernanke. C'est Johnny Hallyday quand même, quand on s'intéresse à la finance, on a tous traversé 2008, il est arrivé vraiment comme... Et d'abord, il a quand même désamorcé énormément de choses. Enfin, voilà. Autour des banques, autour de l'importance des banques. Donc on va pouvoir discuter de ça largement. Tiens, et puis mes deux invités, alors vous le savez peut-être déjà si vous nous regardez très régulièrement, mais je crois que personne ne nous regarde très régulièrement. C'est pas fait pour ça en tout cas. Ils ont des idées intéressantes sur le métaverse. Vous savez que Meta, enfin Facebook, a fait une grande réunion pour essayer de relancer tout ça. Parce qu'il semble que même au sein du projet, il y a des gars qui se demandent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc on parlera de ça aussi. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc autour de la table, Françoise Gris, bonjour Françoise, chef d'entreprise, administratrice de société, et Jérôme Mathis, salut Jérôme, prof d'éco à Dauphine et auteur du blog La finance au cœur de nos vies. Françoise, c'est toi qui voulais parler de sobriété, ça tombe bien parce que moi aussi. Donc j'ai mis sobriété, changement de modèle. Alors je parlais d'un article du Monde qui m'avait beaucoup intéressé. Toi, c'est évidemment les entreprises qui t'intéressent, mais finalement la question est un peu la même. Donc en gros, ce qu'écrit le Monde, totalement absent du discours de l'exécutif jusqu'à l'hiver passé, le terme de sobriété est apparu timidement, une première fois en février 2022, dans un discours à Belfort sur le nucléaire. Mais c'était alors empressé d'ajouter le chef de l'État. Pas question de relier ce concept à celui d'austérité énergétique et encore moins à la privation. Ce qui est, écrit Le Monde, une gageure pour Emmanuel Macron qui a toujours misé sur la libre entreprise, la croissance, pour promettre des jours heureux à ses concitoyens, pour incarner une forme d'espoir face au repli sur soi des extrêmes. Le président de la République lui-même ne raillait-il pas il y a quelques jours, quelques mois, le modèle Amish qu'il prêtait aux opposants à la 5G? Alors moi je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'effectivement, alors il y a le côté mot avec la difficulté de partager des sujets un peu complexes et nuancés. Et puis il y a cette idée que sobriété, c'est le contraire de croissance. Et non, la question c'est... Et je pense que vraiment le sujet de quelle croissance pour notre monde et pour les entreprises dans les années après, donc qualitatif, c'est ça la question qui est au cœur de notre changement. Non, c'est pas la sobriété ça, Françoise. C'est quel type de croissance? Est-ce que je fais de la croissance quel est le sens, l'impact de la croissance que j'ai? Et il y a de la croissance vertueuse, et puis il y a de la croissance qui ne l'est pas. Si je suis sobre, j'arrête de boire. Je bois pas un alcool différent. Et non, sobre, je suis sobre. Justement, c'est peut-être parce que le mot véhicule quelque chose qui est excessif. Mais enfin, pas pour moi. Être sobre, c'est dans son comportement. C'est une position d'équilibre. Je bois, mais je bois raisonnablement. Je bois qualitatif, peut-être plus que quantitatif. Oui, mais ça, c'est durable. Ça, c'est l'univers dans lequel on vit depuis 5-6 ans, quoi. L'univers durable, le sustainable des Anglais. Moi, je crois qu'on a passé un cap, on est au niveau dessus, et on est au niveau où, alors tu as raison, personne ne veut parler d'austérité, encore moins de décroissance. Non. Alors ça, c'est parce que c'est encore un autre univers, et entre autres un autre univers économique. Mais
la nature de la consommation que je fais, elle rentre consommer bien de l'énergie juste ce qu'il faut. Pour moi, c'est ça la sobriété. C'est peut-être pas le bon mot, mais il n'y en a pas d'autre. Donc on l'utilise. Et aujourd'hui, on remet ce sujet au cœur du débat. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est peut-être, on aborde de cette façon-là la vraie difficulté de la transformation vers le sustainable que l'on a à faire. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu nice to have. Il suffisait de faire un peu mieux et puis ça allait peut-être avoir un impact à un certain temps. Là, on se rend compte que non, il va falloir changer des choses plus en profondeur dans les comportements de consommation, clairement. Ça ne veut pas dire l'austérité, mais ça veut dire consommer à bon escient. Et justement, et puis dans les investissements et la façon dont on va travailler dans les entreprises. Je vais donner la parole à Jérôme, mais je vais te poser la question sur les entreprises quand même, parce que tu es administratrice dans des entreprises importantes. Donc moi, ça m'intéresse l'idée, mais gardons ça. Exactement comme tu dis, on va faire attention, et puis... mais on va produire toujours autant et on va produire à peu près la même chose. Mais Jérôme, comment est-ce que tu vois le truc ? Bon, d'abord, on attend d'un capitaine de navire qui le compose avec les éléments et donc du gouvernement qui conduise le pays en fonction des évolutions géopolitiques, économiques. Et c'est ça un petit peu, je trouve que l'accroche dans l'article du journal Le Monde était, je dirais pas malhonnête, mais les choses ont tellement évolué depuis qu'on ne peut pas reprocher au président Macron d'avoir changé un petit peu de fusil d'épaule entre temps. Il ne leur reproche pas. Non, attends, c'est important. Il ne le reproche pas. Un petit peu en disant non, ils disent, c'est pour lui, et c'est en ça où ça m'intéresse, appliqué aux entreprises, c'est un pivot. C'est un pivot. C'est un changement de modèle et de logiciel. Oui. Le président de la croissance, de l'entrepreneuriat, de l'aventure, de l'innovation qui va résoudre tous les problèmes, du travail, de l'innovation qui va résoudre tous les problèmes, nous dit là tout à coup, les gars, si on ne met pas tous le pied sur le frein, on n'y arrive pas. Oui, et donc ce comportement de sobriété qui est prôné par le gouvernement permet de faire d'une pierre deux coups face à la crise climatique et énergétique. Maintenant, est-ce que la sobriété, est-ce que ça rime avec décroissance ? Est-ce que ça rime avec privation ? Alors moi je pense que non. Comme le dit Françoise, la privation, c'est vraiment se priver de choses dont on a besoin. Les Français, quand on regarde, tu vas toujours me reprocher d'avoir un wishful thinking, les amis, là. Les Français, à certains égards, quand on regarde par exemple le niveau de vie planétaire, vivent dans l'opulence. Tu arrêtes un Français dans la rue, tu lui demandes combien il a de médicaments dans sa pharmacie, combien il a de t-shirts dans sa garde-robe, il est incapable de te répondre de tête. Il concédera qu'il en a trop. Donc, la sobriété, c'est pas forcément ne plus porter de t-shirt, c'est au lieu d'acheter 5 t-shirts chinois, on en achète un français, potentiellement, de meilleure qualité, qui va durer plus longtemps, qui a moins pollué dans son processus de fabrication. Et là, on voit que la sobriété peut ne pas rimer avec privation, ni avec décroissance française. Bon, c'est un exemple peut-être un petit peu... Oui, mais avec décroissance. Ah là, tu rajoutes française, là, tout à coup. Ah bah oui, mais... Décroissance mondiale, oui. Décroissance française, peut-être pas. Non, mais... c'est ça qui est... Ah bah oui, mais on est d'accord, quand même, décroissance. Parce que le t-shirt un peu plus durable, il sera probablement un peu plus cher. On s'engage... Probablement un peu plus cher, mais il y a moins d'usines qui tournent, il y a moins de... Sobre, si on s'engage tous dans des comportements de sobriété, normalement, le PIB mondial devrait se contracter un petit peu, mécaniquement. La question, c'est de savoir où. Tout est dans le un petit peu, Jérôme. Tout est dans à quel point on va dans des comportements de sobriété. Est-ce que c'est juste les Français ? Est-ce que c'est les Européens ? Est-ce que c'est l'ensemble du monde ? Non, mais là concrètement, tu as des usines qui s'arrêtent. Ah oui. Voilà. Ça va impacter le PIB. Là, concrètement, tu as des usines qui s'arrêtent. Là, concrètement, tu as des chefs d'entreprise, on l'a beaucoup raconté pour Arc Industrie notamment, qui ont des stocks, qui aujourd'hui ont des coûts de production trop élevés vu le prix de l'énergie, et qui vont gérer leurs stocks au plus juste pour essayer de produire le moins possible. Oui, mais c'est pas parce que c'est quand même ça qui est en train de se passer. C'est parce qu'ils sont confrontés à une conjoncture. Ils vont être obligés, Françoise, de choisir un autre modèle. L'énergie, le prix de l'énergie va pas redescendre. Enfin, on est tous d'accord. Peut-être pas 180 € le mégawattheure. Oui. Mais quand même. Mais oui, il y a un certain nombre de gens qui vont devoir transformer sérieusement ce qu'ils fabriquent. Est-ce que... Mais je t'ai coupé la parole, Jérôme. Non, mais là, le discours du gouvernement, c'est plus de la sobriété à l'usage du consommateur plutôt que les entreprises. Les entreprises vont être contraintes. Comme le dit François, si on va leur couper l'électricité à un moment donné, il va falloir... Voilà. Mais le gouvernement invite les Français à adopter un comportement de sobriété face à la consommation énergétique notamment. Est-ce que... encore une fois, on parle des entreprises en général, et comme toi, je baigne dedans et je parle évidemment avec énormément de monde.
la remise en cause fondamentale du modèle. Tiens, je pense par exemple à un homme formidable qui est venu ici à 2 ou 3 reprises, Fabrice Bonifay, le directeur RSE de Bouygues. Bon, qui est en gros dans l'idée, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on va dire, allez, 90% des matériaux de construction qui sont détruits ne sont pas réutilisés. Voilà. Et donc l'idée, c'est de rentrer dans une économie circulaire, de réutiliser une grande partie de ces matériaux et de passer, et ça, enfin, je suis sûr que c'est au cœur de tes réflexions à toi aussi, d'une économie de production à une économie d'usage. Et il donne cet exemple donc pour Bouygues, dans la construction, des fabricants de moquettes, où Bouygues ne va plus acheter de la moquette, mais va acheter un service de moquette mensuel, annuel, enfin peu importe le contrat, mais qui rentrera comme on a, ce sera dans les services généraux, voilà. Et c'est le fabricant de moquettes qui sera en charge de... Et donc forcément d'économiser au maximum sa moquette par rapport à celle que tu aurais achetée en mètre carré. Mais c'est une transformation, mais vertigineuse des business models. Absolument. Et je pense qu'on est en train de... Alors, il y a une confusion avec la conjoncture qui est intéressante parce que ça pose le débat et ça permet de faire de la pédagogie, je pense. Mais je pense qu'on est au début des plans d'action et des stratégies dans les entreprises où on a amorcé des choses qui ne remettent pas, alors ça dépend qui, mais qui ne remettent pas en cause fondamentalement sa mission, sa production, etc. Et certains vont devoir pousser le bouchon plus loin en se disant mais est-ce que ce que je fais a un sens pour dans 20 ans, 30 ans? Et si c'est non, qu'est-ce que je fais pour me transformer par rapport à ça? Et on est au début de la prise de conscience, je pense, de ces sujets-là. On est au début de la prise de conscience qu'en plus, il y a des sujets de financement lourds derrière ces sujets-là, et que si quelque chose ne change pas dans la façon de financer des projets ou des entreprises et de compter la rentabilité, on aura du mal à gérer cette transformation. Donc moi je trouve ça passionnant parce que non, on n'est qu'au début de l'histoire. Oui, mais ça et il y en a plein qui n'ont pas voulu, enfin qui n'ont pas réalisé ou qui ne sont pas engagés en tous les cas sur des modèles transformants à ce point-là. Ça va faire moins de production à l'arrivée, Françoise. Peut-être, mais la question Voilà. c'est... Alors on n'appellera peut-être pas ça décroissance, n'empêche ça que... peut être une croissance plus limitée. Moins de croissance. Moins de croissance, c'est pas de la décroissance. Et oui, mais c'est Donc on va pas faire de la sémantique. Non, c'est pas de la sémantique. Un négatif ou un petit plus, c'est vraiment pas pareil. Je pense que l'économie a besoin d'un petit plus. Décroissance, c'est une toute autre histoire. Mais... Je gage plutôt vers un petit moins là, pour l'année à venir. Oui, mais là c'est un peu conjoncturel. Quoique j'ai vu que pour la France, le FMI était finalement moins pessimiste que l'INSEE, mais en même temps, on verra. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais beaucoup d'économistes ont une piètre, comment on dit, piètre opinion des prévisions du FMI. Ouais, bon, c'est un exercice tellement délicat, il est difficile de... Tu parlais de changement de modèle alors, en business bien sûr, mais aussi presque philosophique. Les valeurs qui étaient prônées par le président de la République, alors croissance, travail. Alors quand la croissance rime avec le progrès, le travail rime avec emploi pour tous, émancipation financière de tous, ça a du sens. Mais en revanche, quand croissance plus travail, ça rime avec production intensive, pollution, modèle de surconsommation, etc., c'est là, et qui potentiellement aggrave à terme la crise climatique, avec des effets délétères sur notre confort, c'est là où ces concepts peuvent finalement perdre de leur sens pour les ériger en valeur. Sachant que par ailleurs, en termes de démographie, la capacité de travail d'un certain nombre de pays de l'OCDE va diminuer. Oui. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que... Ce qui était d'ailleurs identifié, tu le sais Jérôme, il y a 5-6 ans, ça a commencé à être identifié comme un facteur inflationniste. Ouais. Et effectivement, il y avait cette grande idée, l'inflation a disparu, machin, gain de productivité grâce à la technologie, Et c'est par la réduction de la population active qu'est commencé à revenir l'idée que
Du coup, on allait moins peut-être qu'il y a produire. une voie Tiens, sur- ce qui nous amène parfaitement, bravo, parce que je me demandais comment enchaîner. Transition. Eh ouais, sur le ouais, travail. c'est formidable avec le travail, avec les retraites, avec l'enjeu des seniors. Donc, je vous le rappelle, je l'ai raconté hier, mais enfin, votre avis, je trouve très très malin le calendrier du gouvernement. Donc, à commencer, emploi des seniors et prévention de l'usure professionnelle, hein, c'est comme ça que s'appelle la consultation. Puis ensuite, ce sera justice sociale et équité, ce qui met face à face le minimum vieillesse et le statut des fonctionnaires. Je trouve ça très malin. Et ensuite, l'équilibre financier. Françoise, donc, entre autres, tu as dirigé Manpower en France pendant de nombreuses années. Je ne l'ai pas donné hier, hein, le taux d'emploi, c'est surtout sur les 60-64 ans hein, qu'on a un sujet, nous, en France. 35,5%. Il est 5 points inférieur à ce qu'il était en 1975. Le taux d'emploi des 60-65 ans. Et ça, c'est vraiment l'effet de l'âge légal. C'est vraiment l'effet de l'âge légal. L'âge légal à l'époque était à 65 ans. Mitterrand est arrivé, c'est revenu à 60 ans. Et on voit là... Parce que je pense qu'à l'inverse, le taux d'emploi, et je n'ai pas vérifié, mais de la tranche d'âge juste avant, c'est-à-dire des... Elle se tient. 55-60, elle se On avait tient. plutôt progressé sur ces sujets-là. Tu as alors parfaitement qu'on était, raison. En queue de peloton. Tu as parfaitement raison. Et c'est même ce qui masque en fait le problème, parce que dans toutes les statistiques, tu es sur une tranche 55-65. Ça se passe bien sur 55-60, notamment depuis les réformes, Balladur, Fillon, Touraine, etc. et tout. Mais c'est un désastre sur 60-64 ans. 5 points inférieurs au taux d'emploi, 75. Il faut regarder la courbe dans son ensemble. T'étais né, si je Jérôme, puis en me permettre. 75 Presque. Non, mais il faut regarder la courbe dans son ensemble, parce qu'en fait, cette courbe, effectivement, 45%, le taux d'emploi des 60-64 ans, 75, elle est descendue à 10% en 2000. Elle s'est effondrée. Et depuis Du les fait de années, la retraite à 60 ans. et depuis les années 2000, notamment. Et du fait et depuis les années 2000, on a triplé de 10%. Maintenant, on est à 35%. Donc, on est en progression Avec le lente. recul de l'âge légal. Voilà. Donc Mais là, on a vraiment l'effet... Cela dit, on est à des taux largement inférieurs. L'Allemagne, ils sont à 60%. La Suède, ils sont à 70%. Et la moyenne au sein de l'Union européenne, c'est 45%. Donc on est quand même bien en deçà. Alors il y avait un rapport intéressant qui avait été produit par France Stratégie, qui avait été donc commandé par le Premier ministre et qui a été remis en 2018 sur cette question, la spécificité française de ces chiffres-là, du sous-emploi des seniors. Et donc ils avaient regardé plusieurs théories. Certaines fonctionnent dans certains pays, et puis pas dans d'autres. Et ils disaient en France, finalement, quelles sont les théories qui expliquent tout ça? Donc ils ont balayé d'un revers de main certaines théories comme le fait que les seniors seraient moins diplômés, qu'ils seraient moins qualifiés, qu'ils seraient moins productifs ou en moins bonne santé. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas ce qui explique cet écart que l'on a avec les autres pays qui connaissent les mêmes tendances. Par contre, celle qui avait été retenue, c'est un effet horizon par lequel les employeurs anticipent potentiellement des départs précoces. Et donc, ils ont dit, on ne va pas employer quelqu'un qui, ça se trouve, dans 5 ans, va partir. On va devoir le former. Et donc, c'est l'âge légal, ça. C'est l'âge légal. C'est l'âge légal. Un autre effet, c'était le facteur conjugal. Parce que les couples essaient de coordonner leur départ en retraite. Or, en France, les chiffres l'indiquent, dans les couples, en moyenne, les femmes sont statistiquement plus jeunes. Et donc, parmi celles qui partent de manière précoce à la retraite, il y en a un tiers des Françaises qui déclarent que c'était pour partir en même temps que leur mari plus âgé. Et un autre effet, c'est le facteur... Tu savais ça, François ? C'est si. Non, mais ce rapport est intéressant. Un tiers. Ce rapport est Ah bah oui, c'est France intéressant. Stratégie, quoi, les mecs qui bossent. Oui, bien sûr, ils bossent. Un autre facteur, c'est le facteur patrimoine. Les retraités sont beaucoup plus propriétaires que le reste de la population. La majorité des retraités sont propriétaires en France. Or, quand on est propriétaire de son logement, qu'on a déjà 55 ans, on a une mobilité géographique pour se raccrocher au bassin d'emploi qui est réduite. Et puis, il y a aussi des retraités, ou des gens qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui se posent la question de leur âge de départ, qui sont multipropriétaires. Donc, ils ont une petite rente, ces petits loyers qu'ils perçoivent à côté. Finalement, ils ne vont pas être trop regardants sur le malus qu'il pourrait y avoir à partir à la retraite avant. Voilà donc les différents... et puis, il y a aussi quelque chose qui est moins chiffré, qui est la représentation négative que l'on pourrait avoir à l'égard des seniors. C'est-à-dire, quand bien même, on a balayé ces théories de dire les seniors en France seraient moins productifs, en moins bonne santé, etc. Ce sont des préjugés qui perdurent chez les employeurs, souvent, bien que c'est difficile à chiffrer. Voilà la conclusion, en gros, du rapport. Mais donc ça veut dire, parce que moi je pensais qu'il y avait un effet massif, quand même. Enfin tu vois le truc qui, comme tu le dis toi-même, qui s'effondre à partir du moment où tu mets la retraite à 60 ans, et puis qui remonte à partir du moment où les réformes nous font 61, 62, etc.
l'âge légal, quand même, c'est pas l'effet massif qui Un explique. effet massif. C'est un effet, mais il y en a Et d'autres. puis, c'est un effet en plus qui est très symbolique, parce que ça veut dire quoi, l'âge légal? On peut partir souvent avant avec un malus, Ouais. après avec un bonus. Ouais. Donc, tout se lisse. Or, on se focalise sur un âge comme ça, pivot, où on a zéro, ni malus, ni bonus. Mais finalement, les choses sont calculées en continu, finalement. Enfin, Oui, enfin là, tu as un âge légal à 62 et tu as un âge de départ moyen à 63,5. Donc ça veut dire Alors, les fonctionnaires, Qui ils passe partent derrière. en moyenne avant 62 ans. Ils partent entre 60 et 61 ans, il me semble. Ah ouais, alors je ne sais pas si c'est. Oui, alors, Françoise. enfin, je pense que ce sont des symptômes, mais ce n'est pas nécessairement des causes. C'est-à-dire que, en fait, l'âge légal amène la capacité à faire des ponts. Quand on dit on est propriétaire, on a une petite rente, etc. En fait, ça, c'est un raisonnement d'individus. Par ailleurs, il y a un vrai sujet entreprise sur l'emploi des seniors. Enfin, il n'y a pas que les individus qui on n'ont est pas envie de d'accord, travailler. c'est l'autre révolution Il y a culturelle à quand même faire un après vrai ça dont on vient de gros- Non, mais on parle du sujet. comportement de l'employeur, là aussi. Hein. Ouais, on parle aussi du comportement de l'employeur qui assume un comportement du senior. Et en fait, je pense que... Enfin, le premier des sujets, c'est que dès lors que on peut partir à la retraite à un certain âge, les gens considèrent qu'on peut faire un pont sur 2-3 ans. Et le pont, il se fait avec une petite rente personnelle, mais aussi avec un pôle emploi qui dure 2 ans, avec, etc. Et toutes les boîtes de la Terre, de façon très comprise avec leurs collaborateurs, savent gérer un pont de 2-3 ans, un bridge de 2-3 ans, avant le départ à la retraite. Et c'est Pôle emploi qui paye. Et Pôle emploi qui se dit qu'est-ce que je vais faire de quelqu'un qui est difficile à replacer, pas parce qu'il n'a pas les bonnes compétences, mais Puis qui veut pas, quoi. qui n'a pas, Assez souvent. qui a pas envie. Il n'a pas forcément envie. Et puis pour 2-3 ans, pourquoi changer? Mais bien sûr. Donc tout le monde accepte quelque part, parce que c'est devenu une façon de gérer une espèce de pré-retraite. C'est un équilibre. C'est un espèce d'équilibre auquel tout le monde contribue et qui va bien. Donc on repousse. Qui va bien, qui nous coûte une fortune, Et quoi. qui coûte assez cher. Voilà. Et on repousse d'1 an et les choses vont se décaler d'1 an parce que c'est mécanique. Bon. Donc premier sujet. Puis après, il y a un vrai enjeu de vision du senior à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, les entreprises françaises sont spécifiques sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut, François, je posais la question hier, on n'a jamais de carrière descendante. Alors, un des sujets, c'est évidemment le coût des seniors. Mais il faudrait qu'on l'accepte. Il faut l'accepter, bien sûr. Bien sûr qu'il faut l'accepter. Et Alors, ça, c'est pas dans notre logiciel. il ne faut pas du le tout. présenter comme une carrière descendante parce que ça, c'est pas très vendeur. Mais si on dit, une carrière autrement, Sobre. mais une carrière autrement, c'est-à-dire on va faire les choses. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu acceptes des diminutions de salaire. Une diminution de salaire, mais peut-être avec un aménagement de la nature du travail, du temps de travail. Enfin, il y a des gens qui ont travaillé sur ces sujets-là, mais de façon très anecdotique. Mais aménager un temps de travail pour des seniors dans une entreprise, ça se fait. Ça se fait de façon très ponctuelle, par exemple en combinant ça avec des missions à l'extérieur, dans des fondations, etc. Donc évidemment, c'est pas du tout significatif en termes de nombre, mais c'est peut-être une voie sur laquelle les entreprises pourraient travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que une personne âgée, elle est chère et pas facile à gérer. Alors qu'on a toute une série d'études qui montrent que un senior, ça peut avoir des effets très régulateurs, positifs dans des équipes. Il y a eu plein d'études sur les call centers, par exemple, où on prouve que alors qu'on associe le call center à des jeunes, début de carrière, travail difficile, etc. Tout à fait. La présence de seniors dans ces équipes, d'abord, elle est régulatrice pour ces jeunes. Elle permet de comprendre mieux les clients, parce qu'il y a peut-être une écoute et leurs besoins. Et voilà, il y a des sujets d'expression, parce que ces jeunes, ils essaient de parler, ils parlent leur langage et ils vendent à des plus âgés. Et de temps en temps, il y a besoin d'un peu de pont. Bon, donc il y a des tas d'études qui montrent qu'une diversité d'âge, ça permet de faire des choses plus intéressantes. Parce que par carrière descendante, tu entends réduire le volume horaire et donc, ou même réduire la rémunération à l'heure. Mais oui, non, j'entends même, tu arrives, c'est la carrière de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est une carrière, donc tu prends, au gré des entreprises que tu traverses, de plus en plus de responsabilités. Ouais. Pour arriver à une forme de sommet, alors principe d'incompétence, soit peu importe, voilà, une forme de sommet.
Je n'ai jamais vu personne accepter à un moment, et même dans l'entreprise, même dans la business unit, dire bon ben voilà, je vais redescendre un peu, les gars, quelqu'un va prendre ma place, et moi je vais aller commencer à redescendre un peu en termes de responsabilité, de temps de travail et de rémunération. Mais c'est parce qu'on présente. Ça existe, Françoise, j'ai Mais jamais bien sûr, vu ça existe. ça. Enfin, moi, je considère que d'une certaine façon, quand on passe, par exemple, d'un poste exécutif à un poste non exécutif, on gère son temps différemment, on fait des missions différemment, etc. Moi, je ne le vis pas comme une descente. Je dis, je fais autrement. Oui. Mais il est évident qu'aujourd'hui, je gagne moins d'argent que je n'en gagnais il y a 10 ans. Oui, Voilà. et puis ça ne s'est pas passé dans une grande douceur non plus. Non, mais... Ça n'a pas été un fonctionnement normal. Il faudrait que ce soit... Mais c'est un choix à un moment donné. Oui. À un moment donné et je pense qu'il faut arrêter avec cette idée de carrière continue et ascendante. Il faut parler de parcours. Et un parcours, il y a des moments où on fait un certain nombre de choses, il y a des moments où on fait des choses très différentes. On gagne peut-être moins d'argent pendant ces périodes-là, mais parce qu'on a d'autres centres d'intérêt, on a moins de responsabilités. Mais j'ai l'impression que l'entreprise est incapable de l'organiser aujourd'hui. Alors, et qu'il faut absolument... De toute façon, elle ne va pas avoir le choix. Si la réforme se fait, je vous rappelle encore ce chiffre, 1 500 000 seniors qui devaient partir ne partiront pas. Donc elle ne va pas avoir... Il va falloir composer avec ça. Il va falloir composer. Alors que les plans d'action qui sont nécessaires pour aménager ces carrières, c'est quand même pas des choses qu'on fait en quelques semaines. Mais il y a vraiment un changement de culture, de perspective à générer pour arriver à résoudre ce problème-là. On va marquer une pause et on parle de finances dans un instant. On repart. Jérôme, oui. Prof de finance, Dauphine. Quelques mots sur le prix Nobel d'économie, donc Ben Bernanke. Je te soumettais la question, qui a débarqué en disant il faut sauver les banques, c'est ça, premier point. Et deuxième point, donc il avait étudié la crise de 29, etc. Et donc je veux monter dans un hélicoptère et déverser de l'argent. Hélicoptère-monnaie. Hélicoptère-monnaie partout sur le pays, etc. Et tout. Est-ce que cette histoire de les banques, parce que globalement c'est ça, j'ai lu, qu'a récompensé le prix Nobel, les banques sont indispensables au fonctionnement de l'économie, il faut les sauver à tout prix. Est-ce que c'est pas ça l'un des plus grands malentendus entre la science économique et le grand public? C'est une question intéressante. Alors, les banques ont plusieurs... Le secteur bancaire, c'est un secteur industriel qui est tout à fait particulier. Par exemple, quand un producteur fait faillite, les autres, ses concurrents se frottent les mains parce qu'ils récupèrent des parts de marché. Dans l'univers bancaire, c'est pas ça. Quand une banque fait faillite, les autres tremblent parce qu'ils ont peur d'être entraînés dans la chute. Donc ça, c'est un premier point que savait très bien Bernanke et qui, effectivement, comme il dirigeait la Fed, Banque centrale américaine du temps de la crise des subprimes, a invité le secteur bancaire à sauver l'un des leurs. Ce qui a failli se faire, mais ce qui ne s'est pas fait. Lehman Brothers, on connaît la suite. Absolument. Le prix Nobel, il l'a partagé avec deux autres auteurs qui est largement moins connu du grand public, mais qui est connu de tous les étudiants, je dirais en master de finance, parce qu'ils étudient le fameux modèle Diamond Deep V. Ils ont travaillé ensemble. En 83, ils ont produit un modèle qui explique le phénomène autoréalisateur de ruée bancaire. Il suffit que l'on croie qu'une banque va faire faillite pour qu'on se comporte d'une telle manière qu'elle fasse effectivement faillite, simplement en allant retirer nos avoirs, même si initialement notre croyance était infondée. Et donc eux, ils préconisent dès 83 les gouvernements, voire les banques centrales, à garantir les dépôts. La France attendra plus d'une décennie pour mettre ce système en place, d'ailleurs, qui sera renforcé au passage par Sarkozy, notamment en 2006, pendant la crise des subprimes. Et donc garantir les dépôts, j'ai plus besoin de me ruer à la banque parce que de toute façon, je sais que. Mais comme tu le disais, les banques, oui, elles sont au centre de tout parce que quand les banquiers arrêtent de prêter, les entreprises, elles peuvent plus financer. Donc, il y a une notion presque de bien public. Il faut que le régulateur instaure des règles parce que lorsqu'on socialise les pertes et qu'on privatise les profits, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des problèmes d'aléa moral, de sélection adverse. Le banquier, sachant qu'il sera secouru, il va prendre plus de risques. Donc, Bernanke, lui, il avait convoqué en conclave les grands, les CEO des grandes banques qui opèrent à Wall Street, pas que les banques américaines. Il y avait Barclays, notamment, qui avait refusé de sauver Lehman Brothers. Il leur a dit la solution doit venir de vous. Il faut que vous sauviez là. Nous, on ne peut plus le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Occupy Wall Street à l'époque, donc Bush, qui avait dépêché Paulson, qui était le secrétaire du Trésor. Oui, puis il y avait l'assureur AIG à sauver en même temps. AIG a sauvé. Plus loin, après General Motors, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc il dit on ne peut plus le faire. Nous, le public ne va pas accepter ça. Et donc, il y a eu cette chute, mais Bernanke... Ils imaginaient pas, parce que c'est ça que... Oui. Moi, j'en ai reparlé avec certains d'entre eux.
Personne n'imaginait en fait la puissance Non. de la déflagration. Non, Et mais cette idée, c'est l'ancien directeur de Sciences Po qui avait eu cette phrase formidable, cette idée que les 100 directeurs financiers des 100 plus grandes institutions financières n'allaient plus se faire confiance. Ouais. Voilà. Et donc Ouais, tout s'est grippé. tout s'est grippé. C'est absolument pas. Et petite histoire, Oui. donc c'est un dimanche soir, Ouais. l'une des banques les plus exposées en France, c'était à ce moment-là, jeune Natixis, banque d'affaires. Hein. Ouais. Le patron de Natixis me raconte donc le lundi, ça se coud, et il dit le mardi après-midi à 17h, j'ai pris mon manteau, j'ai été au cinéma. Il n'y avait plus rien à Parce faire. qu'il n'y avait rien à faire. J'ai été voir Lola Montes. Et il dit le lendemain, on était encore en vie, je ne sais pas encore comment. Ah ouais. C'est puissant, hein? C'est puissant. Mais ce qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui ont la critique facile, on n'a pas de contrefactuel. Effectivement, on aurait pu sauver les Man Brothers, mais ça aurait accentué l'aléa morale. C'est-à-dire doute. que les banquiers continuent à prendre Sans doute. n'importe quel risque en se disant de toute façon on sera sauvé. Quelque part, c'est par l'exemple. Alors c'est un exemple très dur, probablement trop dur. Parce qu'il nous a tous coûté. Il a mis notamment sur la paille les finances de la mairie de Saint-Étienne. Au passage, enfin, on se dit, mais comment un truc si lointain peut nous atteindre? Généralement, les marchés financiers absorbent très bien les chocs locaux. Et c'est très bien. Il peut y avoir une crise à un endroit, mais l'argent circule, on absorbe continuellement. C'est ce que fait aussi la mondialisation. Il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, une mauvaise météo en France, et puis le kilo de la tomate, c'est tout juste s'il prendrait 20% au supermarché. C'est l'effet de la globalisation. C'est la même chose sur les marchés financiers. Sauf que parfois, les choses fonctionnent à l'envers. Un petit grain de sable à un endroit se transforme, c'est l'effet papillon, se transforme finalement en un phénomène dévastateur à l'échelle planétaire. Dexia aussi, banque franco-belge qui avait dû être sauvée. Mais enfin, la façon de gérer les risques Ouais. du système bancaire et du monde financier à l'époque par rapport à aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu de la régulation en masse. C'était l'âge de pierre. Bien sûr. Et la réalité, c'est que le lien entre Saint-Étienne et les marchés financiers, personne ne savait comment ça fonctionnait. Bien sûr, Notamment les 100 qui étaient autour de la table. bien sûr. Aujourd'hui, au-delà de la théorie, enfin de tout ce qu'a fait Bernanke, etc., il y a eu toute une régulation qui Qui s'est installée dans les banques. Alors que toutes les banques râlent un peu sur elles souffrent. le niveau de capitaux potentiels qu'on leur demande de mettre en place, parce qu'il y a aussi un monde financier à côté qui ne subit pas ce type de régulation. Mais néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de dire, mais comment est-ce qu'on a pu fonctionner autrement que comme ça? Pour les raisons que l'on évoque, c'est-à-dire que les banques, elles sont vitales sur le fonctionnement de l'économie et tout simplement de la société. Hein. Donc voilà, donc on a fait, après tout ça, des progrès Cela aussi. gigantesques sur... Une des grandes leçons de Lehman Brothers, cela aussi balayé d'un revers de main une idée selon laquelle quand on sépare les activités bancaires, avec les banques de dépôt d'un côté et les banques d'investissement qui, elles, peuvent faire de la spéculation sur les marchés financiers, finalement, avec cette muraille de Chine qui sépare les deux, le système sera safe. Et Lehman Brothers, c'est le cas d'école. Exactement. Ils font C'est que d'ailleurs ça. pour C'est ça une qu'elle banque tombe. d'investissement. C'est pour ça qu'on la laisse tomber d'ailleurs. On la laisse exactement. On n'aurait jamais laissé tomber Wells Fargo, par exemple, aux États-Unis, qui est une banque de dépôt. Donc, Lehman Brothers, c'est ça. C'est une banque d'investissement. À l'époque, c'est la deuxième plus grande banque d'investissement. Là où il y a un petit conflit d'intérêts, c'est que Goldman Sachs a œuvré aussi pour qu'elle tombe parce que c'était son concurrent. Bon, voilà. Mais voilà, elle s'écroule et elle emporte avec elle tout. Il y a plus de 160 banques aux États-Unis qui ont fait faillite. Hein. C'est parce que personne ne connaît bien le métier de banquier. Le métier de banquier, c'est un métier de transformation. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on reçoit des dépôts que, enfin on fait pas, c'est pas comme les écureuils. On fait pas. J'ai 2 noisettes d'un côté, je mets 2 noisettes de l'autre Absolument. côté. C'est de la transformation. Il faut que mes il 2 faut de la noisettes en transformation. deviennent 10. Voilà. Et Exactement. du coup, évidemment, on met les doigts dans des choses un peu plus compliquées pour Et arriver il faut- à les transformer. Et moi j'ai eu la chance, un banquier m'a amené dans la gestion de la liquidité, la salle de gestion de la liquidité qui se fait au jour le jour. Bien Il sûr. faut que le bilan il soit équilibré le soir, quoi. Ouais. Bien sûr. Au jour le jour. Et c'est ce marché qui s'est écroulé. Et c'est ce marché qui s'est marché arrêté. interbancaire au jour le jour. Voilà. Ouais. Mais de manière, le risque majeur sur le monde bancaire, c'est le risque de liquidité. Bon, oui, c'est la liquidité qui tue les banques. J'ai appris ça, effectivement, hein, en 2008. Bon, mais prix Nobel pour Bernanke. Tiens, et juste un petit mot, j'ai vu, les universités doivent faire attention, parce que ça n'est pas un universitaire qui a eu le prix Nobel, et visiblement, c'est très très rare. Voilà. Ah non, ils sont tous les 3 universitaires. Ah non, lui, il Les l'est pas. trois propres. Non, il est dans un think tank, il n'est pas universitaire, Bernanke. aujourd'hui, visiblement. mais avant d'être nommé à la direction Bon, de la Fed, d'accord. il était prof d'économie à Princeton. Bon, d'accord, ouais, mais il Non, n'est c'est plus. 3 professeurs d'université. Et Bernanke, depuis, il a claqué la
porte même du monde académique. Allez, tiens, Métaverse, Françoise, l'autre de tes casquettes, ancienne patronne d'IBM. Mais non, mais il faut utiliser là. Et donc là, alors vous avez peut-être vu, on va le voir d'ailleurs. Tiens, on va voir 2 images. On va voir d'abord l'idée, donc, accroche d'infos assez nette, note interne du patron du projet, donc, chez Facebook Meta, qui laisse entendre que le projet ne convainc pas, même en interne. Donc, le responsable du métaverse de Meta demande aux équipes internes d'utiliser leurs produits au moins une fois par semaine. Les gars n'y vont pas, ils trouvent ça nul. Ouais. Et cette phrase que je trouve très intéressante, nous travaillons sur un produit qui n'a pas trouvé sa place sur le marché. J'ai besoin que vous acceptiez pleinement le changement, ce qui est une bonne manière de parler de l'innovation, et notamment de l'innovation de rupture. Et puis, vous avez sans doute vu cette pub un petit peu partout, là, hein, donc, parce qu'il y avait une grande journée méta autour du métaverse. Donc, il y a cette pub dans le métaverse, le chirurgien pourra répéter ses gestes. Bon, je l'ai déjà dit, Dassault Systèmes me raconte cette histoire depuis 10 ans, quoi. Donc il n'y a vraiment rien de neuf dans l'idée du jumeau numérique, parce que ça s'appelle le jumeau numérique, en fait, ce que nous montre là. Oui, alors il y a différentes technologies qui peuvent permettre de faire ça, mais et Dassault Systèmes a beaucoup travaillé sur la réalité virtuelle plutôt que sur le métaverse. Mais ce qui est intéressant, c'est que le métaverse, l'application, on le sait, les applications seront commerciales, si elles sont. Parce que moi, je pense quand même qu'il faut réfléchir au business model. Au business model et à l'impact de tout ça. Et impact positif et négatif et la balance entre les deux. Mais la pub ne montre que les usages positifs. Hein, et c'est pas faire, parce que c'est pas l'éducation qui va représenter. C'est évidemment une application possible, mais c'est pas l'éducation qui va représenter l'usage du métaverse de demain. Ouais. Ce sera le commerce et les jeux vidéo. Donc, et toi, tu penses, Françoise, tu l'as déjà dit ici, il faudrait mettre le pied sur le frein. Tiens, parlons de sobriété. Voilà, c'est sans doute un bon exemple. Bien sûr, parce que quand on regarde aujourd'hui la consommation énergétique qu'il faut pour aller faire des choses un peu différemment dans le métaverse, simplement pour pousser des gens à consommer différemment et avec des gadgets d'interface, on peut se poser la question de est-ce que ça change vraiment le monde ? Et moi, je pense que non. Voilà. Mais enfin, ça va être un bon test, justement. Parce que ce que tu dis là, enfin, ça m'avait frappé quand tu l'avais dit. Et je me dis, mais c'est du bon sens. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr qu'on en a besoin ? Ou est-ce que c'est juste une immense entreprise qui est en train de péricliter, voilà, enfin le mot est un peu trop fort, mais enfin bref, commence à avoir un vrai problème avec son business model et essaye de se réinventer, mais alors au prix sans doute d'une consommation énergétique inutile, invraisemblable. Et je pense qu'ils ont ils ont fabriqué un univers, le monde des réseaux sociaux et du commerce et de la publicité, ils ont fabriqué de rien. Hein. C'est un monde... Bon, on peut discuter là aussi de l'impact sur la société. Est-ce qu'on est mieux connecté parce qu'on est très... Moi, j'étais ravie quand Facebook se développait et les réseaux sociaux. Je trouvais ça génial au départ, le reach, etc. Aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de l'impact positif de tout ça. Et donc, ils veulent refaire la même histoire. Sauf que c'est un peu plus compliqué, bien sûr, mais néanmoins, on peut se poser la question, je pense, de l'intérêt pour l'humanité, oui. Jérôme, toi aussi, tu as une théorie passionnante. Non, mais c'est super intéressant. Moi, Si, sur les données et sur la propriété des données. Ah oui. Et sur la valeur de... Oui. D'accord, ok. Mais alors attends, juste avant, je voulais dire, parce qu'on parle du métaverse, moi je me souviens avoir visionné le clip de présentation de Mark Zuckerberg, je me demandais s'il fallait rire ou pleurer. Oui, mais justement, c'est ça qui a été dévastateur. D'où cette journée hier, il faut aller voir les images qu'ils ont produites hier. Ça n'a plus rien à voir. Parce que là, ils proposaient quand même aux adolescents de jouer tout seuls au basketball plutôt qu'avec les copains du quartier avec un casque connecté qui fait croire qu'on joue à plusieurs. Enfin, la seconde live. Et puis en plus des images pourries en 2D. Des images pourries. Ils misent énormément sur la jeunesse, pensant que la jeunesse est toujours comme ça en demande d'innovation, mais il y a des contre-exemples. Les téléviseurs 3D n'ont pas fonctionné. Mes étudiants, je les ai interrogés, ne vont pas voir les films en 3D, ça ne les intéresse pas. Voilà. Et donc lui, il croit que les jeunes, ils vont s'accaparer cette nouvelle technologie, etc. Bon. Je pense qu'il se trompe. Alors, il pourrait y avoir des applications intéressantes.
quelque part, il nous vend aussi l'idée de la télétransportation. C'est-à-dire qu'on se met un casque sur la tête et en une seconde, on se retrouve face au Grand Canyon. Potentiellement, pourquoi pas ? Dans quelques années, quand ils auront avancé technologiquement, il y aura peut-être une demande pour cela. La théorie dont tu parles, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon sens, nourrit notamment, là je fais un grand écart, mais qui nourrit la bulle qu'il y a sur les crypto-monnaies. C'est très intéressant. C'est que les GAFAM, qui sont aujourd'hui les capitalisations boursières les plus élevées du monde, elles ont bâti leur empire de profit sur le ciblage publicitaire. C'est ça, l'extraction de données, même Amazon, tout, sur le ciblage publicitaire. Et donc, beaucoup d'investisseurs se sont mis à croire que tout ce qui représente une nouvelle technologie représente demain les plus grosses capitalisations. D'où la bulle qu'il y a sur les crypto-monnaies, qui n'offrent en rien de telles possibilités de profit. Bon, il y a certaines GAFAM plus intelligentes que d'autres. Quand Google s'intéresse au cloud, ou Amazon aussi. Quand Google s'intéresse à la robotique, aux véhicules sans chauffeur, ils misent sur des trucs d'avenir. Bon, Facebook, comme tu l'as dit, avec Metaverse, maintenant, Meta, mais ils ont un virage sur leur business model qui est très, très risqué. Alors, ce qu'on peut faire très régulièrement dans cette émission, parce qu'on parle à des gens qui sont au courant, mais là, tu as peut-être été un tout petit peu trop vite. Ouais. L'essence de la technologie blockchain, c'est bien que, justement, il ne va plus y avoir de transfert de données. C'est le Web 3.0, exactement. Voilà. C'est que l'utilisateur est propriétaire de ses données personnelles, et ce qui donc mine les possibilités de rendement sur le ciblage publicitaire. Donc ça peut marcher comme technologie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des profits mirobolants, comme ça a été le cas pour les GAFAM. Mais c'est un changement de modèle. On parlait de changement de modèle tout à l'heure. Je pense que le changement de modèle autour du digital est aussi remis en question. Et les schémas qui ont vécu ces 10 dernières années sont probablement un peu à leur fin. Oui, mais tu te rends compte que tu as beaucoup de mal à arrêter ce train-là. Et là, je sais déjà que certains de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sont en train de dire « mais ils comprennent rien ». Voilà, ils sont en train de dire « ok, boomer ». Ils comprennent rien. Que nous comprenons rien. Oui. Moi, je me suis intéressé à la technologie. Non, mais je le dis à ceux. Non, c'est pas ça. Il y a certains sujets sur lesquels je comprends rien. En revanche, sur la blockchain, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai interrogé des acteurs principaux de ce truc-là sur des points bien précis. Ils étaient incapables de me répondre. Eux-mêmes ne savent pas exactement certains points. Je ne parle pas de problèmes informatiques. Je parle du point de vue de comment ça va révolutionner la finance décentralisée, l'économie, etc. Il y a certains points clés qui aujourd'hui restent des questions ouvertes, qui sont intéressantes pour l'universitaire que je suis, mais pour l'instant, on ne sait pas répondre à certaines questions. Elles sont un peu techniques, je ne vais pas les expliquer ici, mais elles sont centrales quand on veut comprendre. Il y a des questions très très simples que moi-même j'ai posées au patron de Paymium, par exemple, qui est la première vraie grosse plateforme de Bitcoin qui a émergé en France, et c'était à l'époque 2013-2014, ça ne nous rajeunit pas. Mais dans l'univers Bitcoin, si je veux acheter un appartement, qui me fait crédit ? Et le gars te répond, la communauté. Après tout ce qu'on vient de dire sur les banques, sur l'analyse de risque, sur la difficulté, il faut qu'on dise un mot des néobanques aussi, sur la difficulté à justement gérer une liquidité au quotidien, les dépôts par rapport aux emplois, la transformation, etc. La communauté, mais enfin... Il y a une question d'ailleurs, parce que je dis il y a des questions qui sont complexes, je ne vais pas développer ici, mais il y en a une qui va parler aux gens qui nous écoutent. C'est le parallèle qu'on peut faire entre détenir une crypto-monnaie et quand une start-up qui utilise la blockchain a levé des fonds, et le fait de détenir une action. Quand on détient une action d'une entreprise, on détient une part de son capital. Donc si l'entreprise vend des immeubles, on récolte cet argent. Si elle dépose. Dans l'univers blockchain, c'est pas du tout comme ça. C'est une entreprise, une start-up fait une IPO, elle émet des jetons, ça s'appelle une ICO en l'occurrence, peu importe, elle émet des jetons, on achète ces jetons, on est propriétaire de rien. La seule chose qu'on a, c'est un droit de vote. Donc est-ce que le droit de vote vaut autant qu'une action dans laquelle on est propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise? Voilà, donc il faut savoir que les startups qui font des ICO, qui émettent des jetons et les vendent, potentiellement, elles peuvent acheter des bureaux avec eux, mais ce n'est pas à ceux qui ont financé l'opération qu'appartiennent ces bureaux, c'est à ceux qui travaillent dans la startup, ou en tout cas ceux qui l'ont montée. Nous travaillons sur un produit qui n'a pas trouvé sa place sur le marché. J'ai besoin que vous acceptiez pleinement le changement. Ça, c'est quand même... J'enlève le côté métaverse. Oui, c'est un patron à la tête d'une entreprise qui est en train d'essayer d'inventer le futur. Oui, alors c'est une position... compliquée. Ouais, mais voilà, tu ne peux pas avancer en fait sans
l'adhésion complète de tes équipes à un projet d'innovation Et le fait radicale. que les modèles, en général, d'organisation pour faciliter l'innovation consistent à séparer les gens qui travaillent sur l'innovation de ceux qui travaillent. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que faire les deux choses aux mêmes personnes et aux mêmes organisations, ça c'est extrêmement compliqué. C'est Surtout comme- qu'il faut qu'ils se cannibalisent d'un côté. Enfin bon, donc il faut séparer. C'est comme ça qu'IBM invente le PC d'ailleurs, en mettant des gars, c'est ce qu'on raconte en tout cas, hein, Oui. c'était des gars dans un coin sur la côte Est. Oui. Voilà. Et je pense que c'est Démerdez-vous. quand même une recette qui a été mise en place par plein de gens toutes ces dernières années. On sait qu'il faut faire à part. Alors après, il faut revenir dans l'organisation principale. Donc il y a quand même des sujets d'acceptation du changement qui sont très classiques. Mais faire changer toute son organisation comme ça paraît un peu... au forceps, ça me paraît un peu compliqué. Je précise encore juste une chose, parce que sinon je vais recevoir des centaines de mails. Je ne dis pas que la blockchain est une technologie qui n'est pas intéressante. La blockchain est une technologie qui va révolutionner un certain nombre de choses et ça va être génial. En revanche, ce que j'affirme, c'est que sa valeur de marché est surévaluée. Tu sais, mais ça aussi je l'ai déjà dit, pardon pour ceux qui... Mais je me suis fait insulter, les records d'insultes sont Oui. les chauffeurs de taxi, Ouais. au moment d'Uber, Ah oui. très surprenant, les notaires. Ah oui, bah, les réformes Mais Macron, du temps où qu'est-ce il était qu'ils m'ont ministre de l'économie. mis, les notaires Ouais. Mais ça y est, ils se sont calmés. Mais ça a été, en fait, les plus longs à se calmer, les bitcoiners, quoi. Ah oui. Ah oui, bah oui, on se... Mais non, mais an accumulation of nothing, comme le dit justement l'un des grands acteurs, John Paulson, l'un des grands acteurs de la crise de 2008, celui qui, dans le film The Big Short, le héros en fait du film The Big Short, et qui dit mais le Bitcoin est une accumulation de rien, une accumulation de vide. Voilà. Alors là, mais ils se sont calmés là, ça y est. Oui, et puis ils sont pas si nombreux quand même. En ce moment, oui, mais ça repartira. Le coût du crime. Ah, très intéressant. On termine avec ça. Là aussi, on va voir. Alors, c'est une des multiples casquettes de Jérôme. Le bouquin que tu as écrit, combien Combien vaut une vie? vaut une vie? Toi-même, tu as un doute sur le J'ai eu un titre doute de là. ton Non, c'est bouquin. combien vaut une vie? Combien vaut une vie? Donc, coût annuel. Donc, un économiste. C'est un sociologue, mais peu importe, il a fait un bon travail. Voilà, c'est ça. Ça un te sociologue. semble cohérent, Oui, il a fait des possible, règles solide, de 3. etc. et Oui, tout. oui. Coût annuel des agressions physiques peut être évalué en France à 69 milliards d'euros par an, dont 3 milliards d'euros pour les seuls homicides. C'est le chiffre que j'ai retenu, il y en avait plein, hein, mais Il y en a d'autres. c'est le chiffre que j'ai retenu. Je vais t'en donner parce que j'ai regardé son rapport qui est très intéressant. Alors, effectivement, il n'est pas économiste, mais il fait du bon travail. Et puis, de toute façon, qui, d'un point de vue économique, est très sommaire, il fait des règles de 3. Il prend le coût d'un crime qu'il multiplie par le nombre de crimes et il obtient comme ça des chiffres. Parce que, et ça tu l'expliques très bien dans ton bouquin, il y a un prix de la vie en fait, qui est à peu près à 3 millions d'euros en France, c'est ça 3,5 millions d'euros quand on rectifie l'inflation. Oui, c'est ça. 3,5 Alors, millions d'euros. effectivement, il faut séparer coût fictif et coût réel. La valeur statistique de la vie, qui est en France une valeur tutélaire, qui est utilisée par le ministère des Transports, le ministère de l'Écologie, dans ses analyses coût-bénéfice. On veut améliorer la qualité de l'air, on sait combien ça va coûter, combien ça rapporte. On va chiffrer en nombre de vies sauvées. Il faut mettre un prix sur ces vies pour faire des calculs et rendre tout ça rationnel. Et donc ça, c'est ce que j'appelle un coût fictif parce que c'est pas ce que l'on paye. Et donc lui, par exemple, pour les homicides, il arrive à ce chiffre de 3 milliards d'euros, parce qu'il dit qu'il y a à peu près en moyenne 880 homicides par an. La vie étant évoluée à 3,5 millions d'euros, ça fait à peu près 3 milliards d'euros à l'arrivée. Mais ça, c'est un coût fictif parce que personne ne paye ce coût-là. En revanche, il y a d'autres coûts qui sont, eux, bien réels. Quand ils regardent, par exemple, les cambriolages. Ils regardent, les assureurs disent qu'en moyenne, un cambriolage, c'est dédommagé 200 euros. Oui, c'est Il y a 800 millions, 350 etc. C'est Voilà. pareil, les cambriolages. Non, mais Pour ça, alors j'ai pas attends, donné là le où ça devient chiffre, parce que intéressant, c'est c'est très qu'il fait- décevant, les cambriolages. Ouais, alors il fait le classement du coût des vols. Donc il y a les vols dans les magasins, les cambriolages, les vols des automobiles et les vols à main armée. Alors si on devait les classer, moi j'étais bien incapable. Et en fait, le classement est assez surprenant. C'est le vol dans les magasins qui, de loin, coûte le plus cher. 4,6 milliards d'euros quand même. C'est conséquent. Ensuite, cambriolage, 700 millions. Automobile, 500 millions. Et puis main armée, 50 millions. Donc les vols à main armée, ça coûte 100 fois moins que les vols dans les magasins. À la sauvette, les trucs comme ça. Voilà. Et puis, le palmarès du crime, en ce que ça coûte à la société, ça ne surprendra personne, c'est la fraude fiscale. Ouais. C'est la fraude fiscale. Il donne un chiffre sur Donc, il évalue sur la TVA, mais qui n'est pas celui que je connaissais. D'accord. Ok, donc Il donne 14 milliards d'euros sur la TVA.
Ouais, alors ça dépend des études, ça peut même monter à 19 milliards. Eh ben oui, moi le chiffre que j'avais c'était 19 milliards, effectivement. Il le met, il le donne. Ah, il le donne, d'accord, ok. Il reprend à un moment donné, il dit finalement, parmi les différentes enquêtes, les estimations, celle la plus fiable. Le chiffre de Bercy, c'est 19 milliards. À peu Voilà, près. ça nous donnerait 19 milliards de fraude pour la TVA, 19 milliards de fraude sur l'impôt sur le revenu, et le palmarès, c'est pour les entreprises, impôt sur les sociétés, 28 milliards d'euros. Et donc, il chiffre à peu près, c'est un peu à la louche aussi, il faut être réaliste, 70 milliards d'euros, ce que ça coûte la fraude fiscale. 28 milliards d'euros de fraude à l'impôt sur les sociétés. Ouais. Le même J'ai rapport raté qui chiffre ça. à 19 Mais comment millions, c'est possible 19 milliards la TVA. Ça voudrait dire, parce que l'impôt sur les sociétés rapporte, allez, on va dire, ça rapporte moins que la 50, TVA, 60 milliards à peu près, dans ces eaux-là, enfin ça dépend des années. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers, 30, une fraude, ça me paraît incroyable. La TVA, je comprends. Parce que J'ai pas été regardé en détail, effectivement. Ce qui, c'est un Donc, sujet... coût de la fraude fiscale, 70 milliards à peu près d'euros. Ouais. C'est énorme. Ouais. Oui, mais on va te dire que c'est un coût fictif, là aussi, tu vois. Là, je vais mettre ma casquette de libéral et je vais te dire que l'argent est peut-être mieux utilisé s'il reste entre les mains des entrepreneurs ou des entreprises. Mais les entrepreneurs se font avoir par la fraude à la TVA, parce que quand tu as un concurrent qui fait du travail au black, tu te fais avoir. La fraude à la TVA, oui. C'est une distorsion de concurrence. L'impôt sur les sociétés. Et la fraude sur l'impôt sur les sociétés aussi. Alors, justement... Quand tes concurrents, ils ne payent pas autant d'impôts que toi, c'est une distorsion de concurrence. Ouais, mais ça veut dire que tu fais massivement des bénéfices quand même. C'est différent de la TVA, tu vois. La TVA, effectivement, tout le monde y est soumis. L'impôt sur les sociétés, ça veut dire que tu fais massivement des bénéfices. Donc bon. Mais encore une fois, le chiffre me paraît, ça me paraît énorme. Phénoménal parce que tu as quand même des experts comptables. Les entreprises françaises sont quand même contrôlées par des experts comptables. On va les regarder de près. Il faudrait les regarder de près. Hein. Lui-même, dans son rapport, n'en parle pas. Il ne précise pas comment. Il reprend juste des chiffres qui ont été donnés, publiés par Bercy. Je suis en train de réfléchir même. Autant je vois. Comment on recense les comportements qui vont derrière ça Mais surtout, je suis en train de réfléchir sur comment on fraude à l'impôt sur les sociétés. Autant frauder à la TVA, c'est très simple. Mais comment frauder à l'impôt sur les sociétés, ça veut dire qu'il faut que tu dissimules des bénéfices. Comment fraude-t-on à l'impôt sur le revenu? C'est pareil, tu déclares moins que ce que tu as eu, c'est tout. Oui, mais toi, tu n'es pas audité par un expert comptable. Tu n'as pas à déposer tes comptes, tu n'as pas à envoyer une liasse fiscale, tu vois, tu es juste à un moment... Arthur Andersen, ça te rappelle quelque chose? Non, mais ça peut être... le plus gros cabinet d'audit comptable qui est pris la main dans le sac en train de faire de la fraude. Oui, ça peut arriver aussi. Oui, tu as raison. Voilà. Tu as raison. Bon, mais tiens, on aura peut-être des messages là-dessus d'ailleurs, parce que... Je pense que les gens qui nous écoutent ont peut-être pour certains d'entre eux des idées assez claires sur comment on fraude l'impôt sur les sociétés. On ne facture pas, je pense. Non, et puis, est-ce que ça c'est un sujet qui mobilise ou alors c'est un sujet qui est juste dans les fonctions finances des entreprises? La mise en place de la facturation électronique qui va débarquer là petit à petit. Ça remonte pas jusqu'au COMEX encore dans lesquels tu es, ça remonte pas jusqu'au conseil d'administration dans lesquels tu es. Certains, les conseils d'administration non. Non. Parce que c'est du process et que dans la... Eh bien, ça va au-delà du process, je crois, Françoise. On en reparlera. Oui, alors il va falloir que je regarde, parce que pour moi, c'est... sauf si effectivement on a une part de son chiffre d'affaires qu'on ne facture pas ou qu'on facture sur des factures qui ne sortent jamais. Alors d'abord sur les délais de paiement, ça va changer la donne, ça c'est très très bien, parce que la facture sera d'abord traitée par les comptables, voilà, avant d'être traitée par les services qui ont passé la commande. Et puis donc effectivement sur la TVA, donc très très vite, facturation électronique, c'est qu'en fait toutes les factures passeront d'abord dans une plateforme de l'État, comme ça se fait aujourd'hui pour la commande publique, Chorus Pro, et ensuite seront redispatchées à travers des intermédiaires ou pas d'ailleurs au service de comptabilité des entreprises. Et donc l'État aura, alors là pour le coup, une idée très très claire. Un bel outil de lutte contre la fraude fiscale. Ah oui. Mais c'est d'ailleurs les pays qui ont mis en place des systèmes proches de cela, l'Italie par exemple. Ouais. Tout à fait. Et c'était dans cet objectif-là. Tout à fait. Contre la fraude fiscale et un pilotage très fin de l'économie. Parce qu'ils auront en direct les données. Le chiffre d'affaires des entreprises, en direct les données, et tout le sujet en ce moment sur l'énergie, qui on n'aide pas, les plans mal calibrés, etc. et tout, tu peux penser que si c'est bien fait... Et il va y avoir du travail quand même. Il va y avoir du travail. Parce que c'est pas simple à modéliser quand même tout ça. Mais c'est en ça où je te dis, Françoise, que c'est peut-être un peu plus que du process, cette histoire de si on veut y faire de l'analyse de données, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Bon. Merci, chers amis. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle heure de débat sur Bismart.
Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.